Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'information. Voici les titres de ce lundi 20 mars. Les stations de lavage automobile peuvent-elles faire face à de nouvelles restrictions? Avec la météo douce de ce début d'année, le doute s'installe à l'approche des beaux jours. Nous ferons l'état des lieux dans cette édition. Recruter, un défi de taille dans tous les secteurs. Avec les projets de nouveaux EPR dans les prochaines années, la filière du nucléaire s'organise. Un forum était organisé ce samedi à Cattenom, nous y étions. Enfin, nous vous ferons découvrir le château de Guy de Wendel à Hayange, un bâtiment historique de la vallée de la Fensch qui réserve son lot de surprises. Restez bien avec nous. La météo demain, la journée sera perturbée. Les températures oscilleront entre 3 degrés le matin et 14 l'après-midi. Et puis vous le savez, le lundi c'est l'occasion de revenir sur tous les résultats sportifs des derniers jours. On fera le point avec Mathieu Anquinet dans quelques minutes, mais tout de suite, place à l'actualité. Et dans l'actualité de ce lundi 20 mars, 2 motions de censure contre le gouvernement et sa réforme des retraites étaient sur la table à l'Assemblée nationale. Les débats ont commencé aux alentours de 16h dans l'hémicycle. Et si la motion de censure du RN n'a pas grande chance d'aboutir, celle transpartisane du groupe centriste Lyotte pour Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoire peut faire basculer Elisabeth Borne et son gouvernement. Il faudrait que 28 députés républicains sur 61 votent cette motion pour qu'elle soit adoptée. La première ministre devra alors déposer sa démission. Nous vous tiendrons informés demain dans Moselle Info. Toujours sur ce sujet, samedi matin, les syndicats ont rencontré à sa permanence le député LR Vincent Settlinger. Ils ont argumenté pour l'inciter à voter en faveur justement de cette motion de censure et ainsi entraîner la chute du gouvernement. On ne sait pas encore si le député de la circonscription a voté pour ou contre cette motion. Reportage de nos confrères de Mosaïque Cristal. En France, la colère monte. La décision du gouvernement de recourir au 49.3 pour faire passer son projet de réforme des retraites a exacerbé les tensions. Depuis jeudi après-midi, les mouvements spontanés se multiplient. Illustration ce samedi à Sarreguemines, où près de 150 personnes se sont rassemblées devant la permanence du député Les Républicains, Vincent Settlinger. Ici, on compte sur lui pour voter la motion de censure. Et ainsi renverser le gouvernement et envoyer aux oubliettes sa réforme des retraites. En vous disant que pour nous, ça reste au niveau syndical l'équivalent d'un référendum pour ou contre la réforme des retraites. Pour nous, c'est hyper important aujourd'hui de savoir comment vous allez vous positionner, parce que je crois que tout le monde est en attente de votre positionnement sur la circonscription, et je pense que même si on devait retourner aux urnes, si vous positionnez clairement et soutenir les salariés du secteur, il n'y aurait aucun souci pour votre réélection. Malheureusement, pour les personnes réunies samedi matin devant la permanence du député, la décision que prendra cet après-midi Vincent Settlinger reste un secret. Mais il est encore indécis par rapport à la réponse. Les syndicats ont averti, même si la motion de censure est rejetée, leur combat contre la réforme des retraites ne s'arrêtera pas. Une journée nationale d'action est d'ores et déjà prévue jeudi. On aura sa réponse ou pas, Et oui, dans la rue, la colère ne retombe pas après l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution par Elisabeth Borne. Une nouvelle grande journée de mobilisation dans toute la France est déjà prévue ce jeudi 23 mars à l'appel de l'intersyndicale. Cela sera la 9e manifestation de grande ampleur depuis janvier. Reste à savoir si les grévistes seront au rendez-vous. Mercredi dernier, le mouvement montrait quelques signes d'essoufflement avec 1,7 million de personnes selon la CGT et 480 000 selon le ministère de l'Intérieur au niveau national donc. Dans le reste de l'actualité, ce matin, le préfet Laurent Touvet a présenté le rapport d'activité 2022 des services de l'État en Moselle au président du département ainsi qu'à l'ensemble des conseillers départementaux. Les sujets ont été aussi divers que variés, politique, énergétique, questions d'urbanisme ou encore protection de l'enfance. Mais un point d'orgue a été mis sur la mobilité en Moselle. Écoutez. La mobilité, un thème central en Moselle, en raison notamment de la position géographique du département. Avec des routes parfois embolisées et une hausse du nombre de travailleurs frontaliers attendus sur les prochaines années, l'État affirme prendre cette problématique à cœur. Ce qui est important, c'est d'avoir une réflexion multimodale, c'est-à-dire de voir que chaque mode de transport dépend des autres et que quand on
fait un effort financier. Quand on améliore significativement un mode de transport, on allège les autres. Et la priorité, c'est bien sûr de favoriser le transport en commun, le transport ferroviaire, même si sur certains axes, dans certains cas, il ne suffira pas. Et c'est pourquoi il faut aussi faire un effort sur le vecteur routier, sur certains itinéraires. D'autres itinéraires comme l'A31 bis, dont le dossier d'enquête devrait être finalisé cette année. Mais plus que cet axe autoroutier, le département souhaite quant à lui développer les lignes ferroviaires. Nous avons des infrastructures ferroviaires qui demandent juste à ce qu'il y ait des trains qui soient mis sur les rails, parce qu'on sait qu'on a le public pour les mettre dans les trains. Les études se terminent. La grande liaison dont je parle souvent, c'est Sarrebruck, Forbach, Bouzonville, Thionville, Luxembourg. Elle existe, c'est une double voie qui ne peut que servir. Le ferroviaire de proximité doit se développer. C'est l'une des réponses que l'on doit apporter à cette mobilité qui est essentielle pour donner une politique équilibrée d'aménagement du territoire. Il faut qu'on ait une mobilité de qualité, décarbonée, et là on a le ferroviaire. Laissons-nous les moyens de mettre en œuvre, et donc il faut coordonner l'action de l'État, de la région, du département et des collectivités. Et je suis prêt à demander au département d'investir dans le ferroviaire alors que ce n'est pas notre compétence. À ce sujet, le préfet est de son côté dans l'attente de l'étude lancée par le département pour évaluer l'équilibre financier de cette ligne et prendre une décision en accord avec l'ensemble des partenaires concernés. Vous vous en souvenez, la saison estivale de 2022 a connu des sécheresses sans précédent. Conséquence, de nombreuses activités impliquant l'utilisation d'eau ont été fortement impactées. C'est le cas notamment des stations de lavage auto restreintes par des arrêtés préfectoraux. Malheureusement, la météo de ce début d'année ne rassure pas vraiment les professionnels du secteur qui se sentent lésés et craignent les prochains mois. Reportage Jérémy Forobert. Les stations de lavage auto sont-elles écologiques ? Pour Jean-Luc, le grand public et les autorités se font une fausse idée de l'impact réel de ces installations. Si on veut, là on est en train de faire de l'image. Effectivement, ça consomme beaucoup d'eau, donc il y a un visuel, c'est facile à voir. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce qu'il y a derrière. Derrière, c'est comme je vous le disais, 95% de l'eau utilisée restituée au réseau. Derrière, c'est 360 grammes par véhicule de métaux lourds récupérés, retraités. Donc il y a un circuit derrière de dépollution qui est fait dans les stations de lavage. D'un point de vue écologique, les chiffres sont formels. Le lavage fait maison, pourtant interdit mais souvent pratiqué, consomme 300 litres d'eau, contre 170 litres pour un lavage à rouleau et 60 litres pour un lavage haute pression. C'est recyclé si j'ai bien compris, alors peut-être pas toutes les stations de lavage, mais celle-ci en tout cas je crois qu'elle s'est recyclée. Donc bon, l'impact environnemental il est moindre par rapport à ce qu'on veut bien nous faire croire parfois. L'année dernière, Jean-Luc a perdu 30% de son chiffre d'affaires habituel à cause des restrictions. Aujourd'hui, il s'est engagé dans une fédération nationale pour se faire entendre auprès des pouvoirs publics. De leur faire comprendre que nous sommes favorables à des évolutions, mais qu'il faut nous accompagner, qu'il faut nous donner les moyens de pouvoir faire ces évolutions, les moyens matériels bien sûr, donc financiers, mais également les moyens en temps, et qu'en nous fermant pour des périodes plus ou moins longues, eh bien, toute cette trésorerie qu'on ne va pas pouvoir réaliser nous empêchera justement ces investissements indispensables. En France, le lavage automobile représente 0,3% de la consommation d'eau. À titre de comparaison, c'est 3 fois moins que pour l'arrosage des terrains de sport populaires comme le football ou le rugby. D'ici 2030, la filière nucléaire, troisième industrie du pays, va recruter 10 à 15 000 personnes pour mener ses projets d'avenir. Alors pour faire connaître ses professions, la centrale de Cattenom a organisé vendredi et samedi son tout premier forum des métiers du nucléaire. Les détails de cette opération séduction avec Emma Facchetti. Ce premier forum des métiers est le symbole d'un véritable tournant pour la centrale nucléaire de Cattenom. On parle de prolongation des centrales nucléaires existantes, durée de fonctionnement allongée, mais également de relance de nouveaux réacteurs potentiellement pour assurer la transition énergétique. Et donc pour préparer cet avenir, nous avons besoin de compétences, puisque ça veut dire beaucoup de travaux, beaucoup de chantiers, beaucoup d'activités à réaliser. Résultat, le site industriel devrait recruter près de 100 nouveaux salariés par an sur les 10 prochaines années. Mécaniciens, électriciens, chimistes, soudeurs et chaudronniers, tous les secteurs sont concernés, mais certains attirent plus que d'autres. Je suis venu du coup me renseigner pour un métier dans l'électricité, parce que l'électricité c'est un grand domaine qui va dans plusieurs branches. Il y a toujours beaucoup de surprises, on apprend beaucoup de choses. Donc Cattenom, il y a un grand large d'apprentissage. Moi, ce serait plutôt pour travailler dans l'exploitation, dans la conduite du réacteur,
Et le nucléaire, moi ça m'intéresse parce qu'il va y avoir une grosse demande d'emploi là, dans les prochaines années. On est en train de relancer le parc et des contrats un petit peu partout dans le monde aussi, pourquoi pas aller vers l'international. Pour éviter la pénurie de main-d'œuvre dans certaines branches, la centrale nucléaire tente de séduire dès le plus jeune âge, en faisant découvrir ses métiers à plus de 600 collégiens, à l'occasion d'une journée porte ouverte. Vous savez à quoi ça sert une centrale nucléaire? Approvisionner l'électricité. Voilà, alors ça c'est la maquette. À ton avis, c'est où qu'on produit l'électricité là? Je connaissais pas trop le monde du nucléaire et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai appris des choses et ça m'a plu. Rien qui m'intéresse à terme, mais c'était vraiment pour découvrir et j'ai appris plein de choses. J'avais jamais vraiment pensé à ce genre de métier-là. Cette découverte donnera peut-être envie à ces jeunes de rejoindre les équipes de cette industrie nucléaire qui compte plus de 2000 salariés. Connaissez-vous le concept de la boutique sans argent? Le principe est simple, chacun peut ramener des objets ou en prendre gratuitement dans une limite de 3 par semaine. Cette enseigne à Frémin-Merlebach fête son retour après 6 mois de fermeture. Elle permet surtout aux personnes en situation de précarité d'accéder gratuitement à de la vaisselle, à de la décoration ou encore à des jouets pour enfants, tout en étant un lieu d'échange pour le quartier entier. Reportage TV8 Moselle-Est. La boutique sans argent est de retour à Frémin-Merlebach. Après 6 mois de fermeture, elle propose de nouveau son concept particulier. On peut y déposer des objets divers et variés dont on n'a plus besoin et tout le monde peut en prendre gratuitement, chacun 3 par semaine. De la décoration, des vaisselles ou encore des jouets pour enfants. À cette boutique soutenue par la SPH, on y trouve de tout. Alors on a de la vaisselle, on a de la déco, on a des jouets pour les enfants, on a des livres. On a tout ce qui est puéricultrice aussi, tout ce qui est pour bébés. Alors le but c'est de donner une seconde vie aux objets qui se trouvent ici. C'est plus dans les personnes dans le besoin qui viennent en général. Il y en a qui ramènent des objets, il y en a qui récupèrent. Juste pour discuter. C'est aussi un truc d'échange avec les gens du quartier. Je fais aussi les papiers administratifs quand ils ont besoin, qui ne peuvent pas se déplacer. Étant non seulement un endroit pour échanger des biens, mais surtout un point de rencontre du quartier, de nombreux événements seront proposés à la boutique grâce à la nouvelle référente famille du centre social MDA. J'ai préparé des activités culinaires, produits d'entretien, tout ce qui est création de cosmétiques, voilà. Et des ateliers parents-enfants. Dans une salle séparée, la boutique sans argent comprend également une collection de produits d'hygiène proposée avec l'association Dons Solidaires. Depuis son inauguration en 2016, la boutique connaît un grand succès parmi les habitants du quartier. Vraiment excellent, si tout le monde a vu l'idée, c'est vraiment... pour moi, c'est plus un moment d'échange. Et ils sont super, vraiment, comment on dit ça, à l'écoute des gens du quartier. Ils organisent beaucoup d'activités. Rendez-vous au 7 rue des Lièvres à Frémin-Merlebach. La boutique est ouverte les lundis et mardis de 9h à 11h30 et les jeudis et vendredis de 13h30 à 15h30. Et on revient maintenant sur tous les résultats sportifs du week-end avec la chronique sport. Alors Mathieu Sino-Messin reste en course pour la montée en Ligue 1. Un autre sport vous a attiré l'œil pour la performance du week-end. Et oui, Jean, la performance du week-end, croyez-le ou non, elle nous vient de Folquemont et du club de quilles sportive qui évolue au centre social du Bas-Steinbech et qui vient de décrocher son 4e titre de champion de France en Nine Pin Share. Une belle performance puisque le titre national était déjà revenu en Moselle en 2017, en 2018 et en 2022. Bravo messieurs. En revanche, du côté de Sarrebourg, c'est la déception qui règne après une nouvelle défaite. Oui, c'est pas du tout le même sentiment qui habite les Yellow Fox, puisque leur saison n'est pas de tout repos. Ce week-end, les handballeurs sarrebourgeois n'ont pas su faire face à Cherbourg, une équipe pourtant moins bien classée. Il y avait eu une première mi-temps, un beau bras de fer soldé par un 10-12 plutôt encourageant, et qui a laissé place en seconde mi-temps à des cafouillages, un retour des vestiaires qui avait été réussi, mais il y a eu surtout un grand trou d'air qui a condamné les hommes d'Arnaud Calbry. Baissant totalement les bras, il n'inscrivait que 9 buts, alors que Cherbourg en inscrivait 17. Score final 19-29. Et comment les Sarrebourgeois jugent cette mauvaise prestation? Alors forcément, ça met un coup au moral. Arnaud Desmerlet s'est entretenu avec Louis Despréaux, qui était forcément déçu après ce match. Et on regarde. On fait une bonne première mi-temps, on fait un bon début de deuxième.
Après, on se désunit sur le milieu de la deuxième mi-temps. On a baissé la tête et on a montré une très mauvaise image ce soir. Après, c'est vrai qu'on sort d'une trêve où on n'a pas eu de match pendant 2 semaines, on a pu se ressourcer. Après, on était sur une bonne dynamique et là, on a replongé, donc il va falloir retourner au travail pour remonter la pente assez rapidement. Donc on l'a aperçu tout à l'heure, Mathieu, au classement, le club vient également de recevoir une pénalité. Oui, c'est aussi un coup dur qui est presque extra-sportif dans une certaine mesure, puisqu'au-delà de la défaite, eh bien, il y a ce point retiré pour non-respect des règles financières la saison passée. Le club n'avait tout simplement pas réussi à atteindre le budget minimal imposé par la Ligue, qui est de 950 000 €. De quoi compliquer les affaires courantes et les espoirs de jouer la première partie de tableau, mais pour les Yellow Fox, le maintien semble toujours possible et quasiment acquis. Il est temps maintenant de mettre un coup de projecteur sur un événement atypique qui s'est tenu à Forbach, le Run and Bike. Qu'est-ce que oui, ce dimanche matin, ils ont bravé le froid, la pluie pour pédaler et courir. Au total, il y a eu 27 duos adultes qui ont pris le départ du Bike and Run, une épreuve sportive qui allie le VTT et la course à pied, qui est organisée par le Tri Athletic Club de Forbach. Alors, il y a eu des passages boueux dans la forêt, des passages dans des chemins du parc du Schlossberg, et le parcours de 11 km avec 224 mètres de dénivelé a légèrement donné du fil à retordre aux participants qui étaient présents. Cette course mythique n'avait pas eu lieu depuis 2014 sur le territoire forbachois. C'est finalement une réussite. Enfin Mathieu, quel sera le match à suivre cette semaine ? Alors cette semaine, on va regarder du côté de Terville et du 111 plus précisément, avec le match de Terville-Florange volleyball, puisque le TFOC, vainqueur de Cannes à l'extérieur sur le score de 3-2 malgré la blessure d'Ogoms et le fait que Kendall White soit diminué, eh bien, va s'attaquer à Chamalières avec la perspective de s'accrocher au top 5. Ce match, on pourra le vivre en direct et en exclusivité sur Moselle TV, avec notamment Arnaud Desmerlet aux commentaires. Ce sera samedi à partir de 19h25. Merci Mathieu, et puis on pourra vous retrouver aussi demain à partir de 18h30 pour Moselle Sport. Oui. Sans transition, le château Guy de Wendel à Hayange, bâtiment historique de la vallée de la Fensch, encore habité jusqu'en 1978 par Ségolène de Wendel, a depuis, vous allez le voir, connu bien des changements. D'abord transformé en bureau, depuis quelques années, le lieu s'est mué en restaurant. Enfin, depuis 2021, l'établissement devenu Au Château est géré par Olivier Mertz. On fait le tour du propriétaire avec Colline l'expert. La célèbre famille de Wendel a vécu dans ce château de 2000 m² pendant près de 300 ans. Ensuite transformé en bureau par la communauté du Val de Fensch, le monument est devenu un hôtel-restaurant en 2017. Il y a 3 ans, conquis par le charme de la bâtisse, Olivier Mertz a repris les rênes du lieu, devenu Au Château. Ce lieu a tous les atouts d'un point de vue commerce. On a un gros manque d'hôtels sur le secteur entre Metz et Luxembourg. L'offre hôtelière reste assez pauvre, surtout dans des bâtisses comme celle-ci, avec un charme et un cachet qui est vraiment qui n'est pas à négliger. De l'époque des deux Wendel, peu de photos révèlent l'intérieur du château. Mais la réhabilitation du lieu a permis de trouver quelques trésors, comme ici, au niveau des chambres d'hôtel. On va avoir des vitraux qui ont été retrouvés durant les premiers travaux, emmurés en fait, emmurés dans la cave, sûrement pour les protéger durant la guerre. Et on s'aperçoit quand on regarde les vitraux en bas qu'il y a marqué « offert par monsieur et madame Guy de Wendel ». Donc voilà, à l'époque, comme nous on peut arriver chez des amis avec une bonne bouteille de vin, ces grandes familles arrivaient chez les invités avec des vitraux. L'établissement Au Château a souhaité conserver ses joyaux ainsi que les fondations, comme ses escaliers d'origine. L'esprit château perdure aussi dans la décoration entre tradition et modernité pour y accueillir des mariages ou des séminaires. Et l'histoire du lieu s'affiche aussi dans le paysage, depuis les chambres et le restaurant. Les hauts fourneaux, c'est soit tout, soit rien. Soit les gens adorent, soit les gens trouvent que ça n'a rien à faire dans le paysage, mais voilà, on leur explique quand même que ça fait partie du patrimoine, que la vallée de la Fensch et la région ne seraient rien sans les deux Wendel. Et bon, souvent après explication, ils comprennent qu'ils ont passé la nuit dans un lieu assez emblématique, et qui a fait quand même tout ce qui est de la vallée de la Fensch et la grande région. Mais plus que les passionnés d'histoire, la clientèle se compose de touristes et de professionnels en dîner d'affaires. La cuisine y est d'ailleurs traditionnelle pour rendre la vie de château plus accessible.
Allez, l'image du jour avant de nous quitter, direction Pierrevillers face à l'installation prochaine d'une antenne 5G sur la commune. Une cinquantaine d'habitants sont venus protester samedi devant la mairie. Un collectif a même été créé, il se nomme Pierrevillers 5G 57. Les habitants dénoncent des ondes nocives pour la santé, une pollution visuelle, mais aussi un impact environnemental non négligeable. Ils regrettent également le manque de communication et d'information de la mairie. Le maire d'ailleurs, René Heiser, s'est dit prêt à rencontrer le collectif et la société chargée d'installer l'antenne 5G. Voilà, c'est la fin de Moselle Info. Merci pour votre fidélité. Pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Graouli Mag. Et puis demain, retrouvez Uranie Tozik pour l'information. Très bonne soirée sur notre chaîne.